Le CEMO, Service externe de main-d'œuvre, c'est un acteur très important dans l'intégration en milieu de travail des gens qui vivent avec un handicap ou qui sont autistes. Alexandre Bergeron est conseiller en emploi pour le CEMO, dont il a été le représentant au sein d'Osiris. En apprendre davantage sur son travail, c'est aussi comprendre les mécanismes qui font en sorte qu'une personne autiste peut réussir ou non à trouver un travail, le garder, mais surtout y être bien, pour s'y épanouir et gravir sa vie pour atteindre de nouveaux sommets. Oui, nous, on fait l'intégration, maintien en emploi des personnes handicapées, de toutes sortes de formes d'handicap. Donc, c'est ça, de l'accueil des personnes désirant retourner soit en formation, soit sur le milieu du travail, à l'intégration en emploi avec tout le processus, la rédaction de CV, recherche d'emploi, etc. Et le maintien en emploi qui est avec soit des intervenants, des subventions au maintien en emploi, de l'accompagnement, ou de l'adaptation au poste de travail, de l'accessibilité des lieux. On participe à tout ça là, avec des programmes de subvention également. Alors, c'est qui a la meilleure faculté d'adaptation? Les gens qui vivent avec un handicap ou les entreprises qui les accueillent? Je te dirais, la plupart du temps, c'est les personnes ayant des limitations qui doivent s'adapter à un mode de vie qui n'est pas nécessairement adapté à leurs conditions. C'est eux autres qui ont le plus de chemin à faire. Plus de chemin, oui, effectivement. Mais de plus en plus, on voit un retour du balancier, mais c'est pas dans toutes les sphères d'handicap. C'est quoi l'ouverture des entreprises à avoir une personne qui vit une situation de handicap au sein de leur entreprise? Naturellement, la personne qui va embaucher va chercher la personne la plus productive, la plus performante et la plus polyvalente pour pouvoir la déplacer comme il veut. C'est pas le cas des personnes, des travailleurs, travailleuses qui ont une limitation. Donc, eux doivent s'adapter ou c'est l'employeur qui va devoir s'adapter. Donc, c'est là que nous, on entre en ligne de compte pour pouvoir vraiment faire la contrepartie. S'il y a un manque de productivité, on peut compenser. S'il y a des adaptations nécessaires pour pouvoir que la personne puisse être aussi productive qu'une autre en adaptant son poste de travail, on va le faire. Donc, c'est notre rôle. Là. Si on exclut cette notion de capitalisme, d'argent, de rentabilité puis de performance, il se passe quoi dans une entreprise quand elle accueille des gens qui vivent une situation de handicap, les profits qui ne sont pas pécuniers, quels sont-ils? Les profits d'inclure une personne ayant des limitations, c'est que cette personne-là va voir tout de suite dans l'environnement ce qui, pour elle, n'est pas commode. Ce qui, pour elle, est un manque de productivité parce que là, on perd du temps, là, on fait ci, il y a des mouvements non nécessaires si on parle d'un handicap physique, si on parle de la santé mentale, bien, il y a une charge de travail que les gens de tous les jours ne voient pas, mais qu'eux le savent parce qu'eux autres voient le petit temps de plus à faire ci ou à faire ça, les petites tâches de plus on the side qui ne font pas partie des tâches principales. Eux, ils le voient parce que c'est un stress, des choses comme ça. Fait que c'est vraiment, c'est un autre œil, c'est une autre vision. Si une personne qui doit calculer tous ses déplacements en fonction de l'accessibilité, ben pour eux, dans leur environnement, ils vont faire la même chose. Donc, ils vont voir où c'est pas accessible, où il y a des entraves, où c'est pas commode pour eux. Et c'est là que c'est intéressant pour l'employeur parce que ça l'ouvre une autre vision. Donc, aussi, l'autre profit, ben, c'est les gens qui s'intègrent, qui réussissent, c'est des battants. C'est des gens très résilients. C'est des gens qui eux, veulent travailler. C'est ça. C'est des gens qui n'ont pas de problème d'attitude puis de motivation à y aller. Là. S'ils sont rendus sur le marché du travail puis sont intégrés en emploi, ils veulent. Ça, c'est clair. Et là, maintenant, aussi, c'est des gens qui ne vont pas changer de milieu de travail pour n'importe quelle raison. Donc, souvent, s'ils sont bien, s'ils sont adaptés, s'ils sont dans un environnement, entre guillemets, contrôlé parce qu'ils ont vu que cet environnement leur convient, ils ne changeront pas d'entreprise pour une pièce de plus de l'heure. Là. Ça, c'est rare. Là. Donc, ça implique, admettons, qu'au départ, il y a plus de temps à mettre dans l'intégration de quelqu'un, mais après ça,
ben, en tout cas, je mets ça payant, entre guillemets, mais tu sais, c'est payant parce que la personne ne magasinera pas, elle ne se promènera pas, donc on investit sur quelqu'un qui risque de rester longtemps. Effectivement, oui. La fidélité, la loyauté, ça, c'est toutes des valeurs que ces gens-là vont avoir parce que lorsqu'ils sont bien dans leur travail, ils savent que ça a pris pour se rendre jusque-là. Fait que ça leur tente pas nécessairement de recommencer ailleurs. C'est des valeurs qui prennent de la valeur à notre époque où il y a une pénurie de main-d'œuvre. Effectivement. Y a-t-il une tendance, y a-t-il des attentes par un employeur qui fait que des fois, ils sont déçus dans dans le comparatif avec un employé dit régulier? Bien, déjà, la notion, la plupart du temps, si je reviens à mes notions de base dans les ressources humaines, avant de faire l'affichage d'un poste d'employé pour un recrutement, l'employeur va s'être posé la question, qu'est-ce qu'on a de besoin? Et là, à ce moment-là, quand il affiche, c'est généralement en fonction du besoin qu'ils ont prédéterminé d'avance. Et c'est sûr qu'ils s'attendent à avoir quelqu'un qui correspond à 100% à leurs besoins, mais ils savent qu'ils ne l'auront pas. Donc, ils vont devoir s'ajuster. Mais tu sais, si ça tourne à l'entour de 80-90%, ils sont super heureux. La problématique avec une personne qui va avoir une limitation, c'est qu'on n'est plus à 80-90, on est entre 50 et 70. Et là, c'est là qu'il faut s'adapter. Et c'est là que les tâches comme telles vont peut-être devoir les adapter, peut-être l'environnement de travail, peut-être aussi au niveau des relations, il y a plein de choses qui à part même le travail, qui vont être un peu plus difficiles. Et c'est ça qui, souvent, ils ne s'attendent pas. Donc, c'est quand on fait face à différentes limitations, que ce soit au niveau de la santé mentale ou autre. Donc, on ne s'attend pas à avoir à gérer des relations. On pense que juste la personne va s'intégrer à son emploi, va faire les tâches, puis that's it. Mais non, il y a un côté qui va peut-être avoir des choses à intervenir au niveau des ressources humaines ou au niveau de l'environnement de travail. Donc ça aussi, c'est peut-être plus à ça que... mais de plus en plus, il y a de la formation en RH, on le voit. Puis les personnes des ressources humaines de la plupart des milieux, en tout cas surtout les grosses entreprises, mais plus on va là, même localement, sont sensibilisés à ça, puis ils savent qu'ils vont devoir adapter. Donc ça fait partie de la mentalité d'aujourd'hui. Qui fait la formation de ces gens-là? Est-ce que c'est le responsable des ressources humaines qui s'occupe de faire la formation ou ça fait partie de votre mandat? Non, ça ne fait pas partie de notre mandat. Pour une intégration réussie, j'ai 2 personnes à convaincre. La première, c'est l'employeur, qui est le payeur. Et la deuxième, c'est le superviseur immédiat. Donc, souvent, les employeurs, quand ils nous voient arriver puis ils savent que la personne va avoir des limitations, la personne va dire « OK, mais qu'est-ce qu'il y a à gagner pour moi? » Si je sais que je vais avoir un manque à gagner. Et là, il faut intervenir avec probablement des subventions pour l'intégration, du moins pour qu'ils puissent l'évaluer, soit avoir une période d'évaluation plus longue, etc., pour le temps qu'ils apprennent les tâches. Mais la deuxième personne, c'est le formateur. Comme la personne qui va être sur le terrain, son superviseur immédiat, lui, il s'attend à avoir des bras de plus, mais il s'attend à avoir des bras de plus qui vont être capables de faire la job tout de suite. Donc là, quand on va arriver sur le terrain, bien, c'est d'expliquer à ce superviseur-là ce à quoi il doit s'attendre. Donc, de sa performance en rentrant. Donc, c'est le deuxième volet. Et tout dépendant de la capacité de s'adapter du superviseur immédiat, lui va avoir aussi à gérer les plaintes des collègues. Mm-hmm. Parce que quand c'est toi qui ne fais pas bien ta job, ben la job découle sur les autres d'à côté. Et là, à ce moment-là, ben là, les collègues vont venir se plaindre, dire « Gars, moi, je fais ça à cause que lui, il ne l'a pas fait, etc. » Et là, le superviseur va dire « Oui, mais lui, il fonctionne de même. » Et si lui est capable de prendre position, de dire « Oui, mais c'est correct, ça fait partie de il va apprendre, on va prendre notre temps. » Donc, c'est ça. Si le superviseur, lui, il est dépassé par tout ce qu'il doit gérer, là, à ce moment-là, c'est sûr qu'on ne s'en va pas vers une intégration facile. Là. Si la personne, justement, notre superviseur est vraiment en difficulté, est-ce que là, à ce moment-là, il y a une ressource, il vous appelle vous autres, puis c'est avec vous autres qu'il va travailler à partir de ce moment-là? Oui, souvent, on mentionne là, dès le départ, pour favoriser l'intégration en emploi, qu'on a des agents d'intégration en emploi maintenant qui font partie des ressources qu'on a. Et c'est des éducateurs, éducatrices spécialisés qui vont sur le milieu de travail et qui, eux, vont aider l'employeur, le superviseur immédiat, à gérer
Ces défis-là. Les défis, oui, qui vont arriver, peu importe qu'ils vont être. Là. Donc, ils vont vraiment mettre des plans d'intervention en place, vont vraiment s'assurer là, qu'ils vont fournir des outils pour mieux aider, peu importe là, c'est quoi la problématique. Là. Ça arrive-tu qu'il y a des employeurs qui disent finalement c'est trop de trouble? J'en ai pas beaucoup. J'en ai qui, eux, vont dire dès le départ « Non, c'est correct, je vais m'arranger ». Fait que eux vont plus peut-être refuser d'avoir l'agent d'intégration ou les services ou les subventions, puis ils vont dire « Non, gars, moi t'accommoder ça, puis ça va bien aller ». Et là, en cours de route, se rendre compte du poids qu'ils mettent sur les gens, sur leurs superviseurs, sur l'équipe. Et là, font comme, gars, c'est trop, on coupe les ponts. Mais j'en ai pas tant quand c'est sensibilisé d'avance, c'est dit, c'est su. C'est sûr que monsieur, madame, tout le monde, c'est pas tout le monde qui passe par le CEMO. Là. Mm-hmm. Monsieur, madame, tout le monde qui va porter son CV, qui ont des limitations puis qui ne le mentionnent pas, bien, c'est sûr que lors du dévoilement, il y a quelque chose qui se passe. Là. Quand tu passes au bureau parce que ça va pas bien à ton travail, puis que là, tu dévoiles ta limitation, ton handicap en disant en passant, c'est parce que oui, tout ce que tu me reproches, c'est en lien avec mon handicap. Et là, l'employeur fait comme pourquoi tu me l'as pas dit au début, tu sais? J'aurais pu le savoir en conscience de cause, on aurait peut-être pu adapter, mais là, souvent, l'élastique était tiré un peu, puis le lien de confiance est en guillemets un peu perdu. Fait que là, c'est dur de rattraper dans ce sens-là. Mais sinon, non, la plupart des employeurs qui le savent en partant sont accommodants, puis ils veulent. Ils veulent que ça marche. Est-ce que les employeurs qui goûtent à ce genre de collaboration en veulent plus par la suite, ou si on devient un peu plus frileux après une première expérience? Ça dépend. Vu que le CEMO, c'est toute limitation confondue. Ben, chez un employeur qui m'a connu quand j'ai intégré une personne en déficience intellectuelle, puis qui ne sait pas que je travaille avec des gens en limitation physique ou il ne s'en rappelle plus parce que lui, il a eu ce modèle-là. Ben, lui, il ne pensera pas de m'appeler pour intégrer une autre personne dans un autre type de poste. Puis lui, il dit, ben écoute, c'est mot, écoute, c'est handicapé, pas pire, là, au niveau de la déficience et le niveau de productivité, pas le même que pour... Donc, c'est l'image qui va rester. Aussi, il m'a eu avec une autre personne en santé mentale, mais un petit peu plus sévère, comme une personne avec un trouble de la personnalité limite, que là, j'ai beau faire de la sensibilisation, il va en avoir des crises émotionnelles. Là. Il faut que tu t'attendes à ça. Là. La gestion des émotions, c'est son défi. Donc, c'est ça. Mais quand la personne voit que oui, il y a eu ça à gérer, ça ne tente pas nécessairement de recommencer avec quelqu'un d'autre, mais c'est pas vrai que c'est le même défi pour tout le monde. Donc, c'est ça, des fois, c'est cette image-là qui va être dure à casser quand on a manqué une intégration ou que ça s'est moins bien passé. D'appeler le CEMO puis de dire, ben pourriez-vous m'accompagner pour que je me trouve un emploi? Il va peut-être y avoir un enjeu d'estime de soi, d'aller chercher votre aide puis d'être identifié CEMO dans le milieu du travail. C'est pour ça que je disais qu'il y en a beaucoup qui s'essayent en emploi avant de venir chez nous. Donc, souvent, c'est qu'ils vont vivre des périodes de chômage ou des périodes où ils vont avoir plus de difficultés. Ils vont aller chercher des services auprès du gouvernement, que ce soit Service Québec ou autre, et ils vont référer en lien avec la difficulté à un organisme spécialisé qui est nous. Et là, à ce moment-là, donc, ça va faire une référence. Mais je vous dirais que la plupart des gens qui nous connaissent, qui savent ce qu'on fait, là, ils réfèrent à d'autres personnes, puis j'ai beaucoup plus de contacts que de références du gouvernement. Là. En général, les personnes autistes, c'est quoi les enjeux, les défis? Comment ça se passe, l'intégration d'une personne autiste en milieu de travail? C'est sûr que les enjeux, c'est vraiment relationnel. C'est vraiment au niveau, parfois, de l'apprentissage qui va être plus difficile, l'environnement de travail qui va devoir être adapté, aussi le niveau de stress ou avoir des pauses sensorielles qui est intéressant. Donc, tout ça doit être pris en compte avant l'intégration pour pouvoir s'assurer que le milieu est prêt à recevoir ça.
Puis aussi, ben c'est sûr que dans les communications, des fois, ils sont plus directifs. Des fois, c'est ça. Le bon vieux pas de filtre? Ouais, c'est ça. Plus carré, maintenant. Fait que c'est ça. Fait que effectivement, ça aussi, ben c'est pas tous les employeurs qui sont sensibilisés à ça. Fait que ça va dépendre de la personne parce qu'effectivement, il y a plusieurs niveaux d'autisme. Là, donc, c'est ça. Ça dépend de la personne que je vais avoir à intégrer. Là. Avez-vous tendance à faire plus de l'expérience au début, y aller en test, où on y va vraiment pour faire l'intégration, ou à chaque fois qu'on rentre à quelque part, on se dit, bon, là, on fait l'expérimentation, on va voir si ça fonctionne, puis on continue, puis on continue. Y vas-tu avec cette formule-là à petits pas, ou on a tendance à dire, on fonce, puis c'est pour placer cette personne-là? Bien, comme toute personne qui a des limitations, comme toute personne qu'on intègre en emploi, on va développer une stratégie. On va y aller avec d'où à part, puis c'est quoi son expérience sur le marché du travail. Donc, tu sais, plusieurs façons d'apprendre à nager à quelqu'un. Bien sûr, garrocher le bébé dans l'eau, c'est une façon, mais c'est peut-être pas meilleur. Fait que, tu sais, donc c'est pour ça, tu sais, est-ce qu'on va y aller directement en emploi? Souvent, la personne autistique veut la fast track, là, elle va vouloir tout de suite y aller. Mais souvent, je vais peut-être proposer un stage non rémunéré pour au moins familiariser avec l'environnement de travail, sensibiliser le milieu, etc. Ou je vais regarder si dans le cadre de sa formation, elle a eu des stages. Mm-hmm. Et là, à ce moment-là, souvent, on va se référer à ce qui a été fait avant pour pouvoir refaire la même chose puis repasser par le parcours. Si c'est quelqu'un qui m'arrive d'une technique, d'un DEP, ben là, je vais voir est-ce qu'il a fait ses stages, puis je vais aller chercher au niveau scolaire. C'est quelqu'un qui m'arrive, qui est universitaire ou quelqu'un même qui a perdu son emploi, puis que là, il vient d'avoir son diagnostic de TSA, bien là, je vais voir avec lui, c'est qui te suit, qu'est-ce que tu as comme service, etc. Puis là, à partir de là, on va voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ses intégrations passées avant de retourner sur le marché du travail. Donc, pour une intégration en emploi réussi, l'important, c'est tout ce qui est fait avant. Dans la recherche d'emploi, là, c'est la dernière partie. Là. C'est tout ce que tu vas avoir fait avant, de bien connaître la personne, de bien connaître qui elle est, c'est quoi ses intérêts, c'est quoi ses motivations, c'est quoi son bagage. Puis avant de l'envoyer sur le marché du travail, c'est ça le travail qui est vraiment primordial. Puis ça prend du temps. Fait que c'est vraiment... Puis aussi d'aller chercher, tu sais, elle n'est pas arrivée, paf, à tomber sa terre. Là, donc, elle a un bagage, cette personne-là, elle arrive de quelque part, elle a un vécu, puis c'est ça qu'il faut regarder avant d'aller vers le marché du travail. Quel truc important que tu as appris par le biais de l'expérience d'Osiris? Qu'est-ce que tu as appris d'intéressant qui pourrait te servir chez Semo? Plein d'affaires. Ce que j'ai aimé, c'est vraiment, tu sais, on avait beaucoup de relations avec tous les intervenants qui étaient autour de la table déjà, mais le projet Osiris a vraiment permis qu'on échange sur nos modèles de travail. Comment ça travaille au CIUS, comment ça travaille dans le milieu scolaire. Une des plus grandes révélations, je pense, c'était avec vraiment le CFR, là, quand Guy est arrivé avec ses métiers semi-spécialisés, puis la façon de les faire progresser, puis de les évaluer, j'étais « wow ». Je disais, ça pour moi, je savais qu'il passait par les milieux de stage, puis qu'il y avait un métier semi-spécialisé qui visait, mais je ne savais pas que c'était aussi bien décortiqué que ça, puis qu'il pouvait l'évaluer en fonction de niveau 1, niveau 2, niveau 3, selon les métiers spécialisés. Fait que ça, déjà, c'était intéressant. Avec le CIUS, on était plus proche de la même façon de travailler, mais j'ai quand même aimé qu'il y avait beaucoup de tests qu'eux font, que nous autres, on n'a pas. Donc, des fois, d'aller chercher plus son environnement personnel, sa maison, comment ils se débrouillent chez eux. Nous autres, on ne l'a pas vraiment, là, ça, si on ne fait pas intervenir les parents, etc. Puis souvent, quand ils arrivent, ils ont 18 ans et plus. Là. Donc ça, je trouvais ça intéressant qu'il y avait quand même beaucoup de tests qui étaient pré-employabilité. Là. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Puis c'est sûr que l'accompagnement, intégration, maintien, nous autres, on en fait du maintien en emploi, en stage. Eux aussi en font. Donc, on pouvait échanger sur les connaissances. Nos agents d'intégration versus c'est quoi un intervenant en stage comme Mme Marcoux fait aussi. Là. Donc, j'ai appris plein d'affaires. Alexandre, tu as parlé des parents.
Comment vous travaillez avec les parents? Parce que oui, t'as beau me dire qu'il y a 18 ans, t'as beau me dire qu'il y a 21 ans, puis qu'il y a une certaine, tu sais, il y a une autonomie légale, mais comment, est-ce qu'ils sont encore présents, les parents? Ils sont encore là pour donner un coup de main? C'est sûr que si je vois qu'il y a de l'autonomie, la personne est capable de répondre à mes questions, elle comprend quand je lui pose des questions, puis elle est volubile, puis elle est capable de parler, bien à ce moment-là, je vais demander aux parents, je vais écoute, tu n'as pas besoin d'être là les prochaines fois. Tu sais, je vais prendre plus que. Tu sais, c'est quoi ton parcours que tu as eu avec lui pour te rendre jusqu'ici, puis c'est quoi les enjeux que tu penses qu'on va avoir à travailler. Puis après ça, ben je vais travailler avec directement, puis les prochaines rencontres, j'aurai pas besoin du parent. On s'en va vers le marché du travail. T'sais. Donc, c'est important qu'il ait son autonomie. Sa mère ne sera pas là quand il va aller à sa job. Là. J'espère pour lui. Là. En tout cas, fait que nous autres, on essaye vraiment de le préparer pour ça. Donc, c'est de valoriser l'autonomie. S'il y en a de besoin, puis il mentionne, il dit, non, moi, je veux qu'elle reste là. Là, on va travailler comme ça, puis on va progresser différemment. Dans votre structure chez CEMO, vous avez des intervenants terrain. Et toi, est-ce qu'on peut considérer que tu es un peu un conseiller technique, conseiller? Oui, en fait, comment ça fonctionne? Quand on va arriver près de l'intégration en emploi, moi déjà, mon plan d'intervention va être fait, mon plan d'action pour savoir où est-ce que je m'en vais avec cette personne-là et est-ce que oui ou non, elle va avoir besoin d'une personne pour son intégration maintien. Si j'ai déterminé que oui, comme dans le cas la plupart du temps au niveau du TSA, je vais faire un plan d'intervention. Et je vais dire c'est quoi je veux, à quoi je m'attends que l'agent d'intégration ou l'agent d'intégration fasse sur le terrain. Est-ce que j'ai besoin qu'elle sensibilise le milieu, soit avec soit des formations PDF ou expliquer c'est quoi l'autisme? Est-ce que j'ai besoin qu'elle fasse de l'accompagnement lors de la première journée? Est-ce que j'ai besoin qu'elle décortique les tâches, puis avec des pictogrammes, des choses comme ça? Donc, je vais avoir quand même classifié pas mal où je m'en vais avec la personne. Je vais savoir si pour lui, c'est facilitant ou non. Déjà, la notion du pictogramme, etc., pour lui, est-ce que c'est quelque chose qui est aidant ou pas du tout? Est-ce qu'il prend des notes, pas de notes? Comment que lui, il fonctionne? Fait que je vais déjà avoir mon plan d'intervention et je fais mon plan d'intervention, je le soumets à l'agent d'intégration qui part après ça et s'en va faire le mandat. Je lui donne une date de début, une date de fin et elle peut rajouter des choses quand elle va sur le terrain. Si elle voit, écoute, au niveau des tâches, je suis pas sûr, c'est nécessité, etc. Je ne suis pas sûr, il y a des risques. Là, à ce moment-là, je peux aller directement sur le terrain. Souvent, je vais communiquer avec l'employeur aussi avant l'intégration, parce que c'est moi qui va faire tout le démarchage vers l'emploi. Donc, je vais avoir expliqué à l'employeur. Souvent, je vais communiquer avec lui, je vais échanger des courriels, je vais peut-être même devoir présenter la personne, certaines de ses forces, certaines de ses limitations, expliquer c'est quoi l'autisme, mais je vais y aller grosso modo, puis vraiment l'agent va compléter sur le terrain. Ce que j'entends, c'est que ça prend un niveau d'autonomie quand même assez élevé pour avoir accès aux services de CEMO. On peut penser que c'est de l'autisme de haut niveau. Et si on parle de niveau 2 ou on parle de niveau 3, où est-ce que l'autonomie est un peu moins présente, tout ça, est-ce qu'ils ont accès aux services de CEMO ou à ce moment-là, on retourne vers le CIUS? Bien, ça va dépendre encore du cheminement de la personne. Puis aussi, si la personne, souvent ce que j'aime des parcours différents qui ne sont pas linéaires, c'est que la personne va avoir intégrer des milieux de stage, que ce soit avec le CRDI ou parce que quand ils sont au niveau 2 ou 3, souvent ils sont avec le CRDI et ils vont avoir été en stage pendant plusieurs années ou assez longtemps au même endroit. Et là, c'est d'un commun accord que le CRDI, le milieu de travail, dit hey, lui, là, il est assez performant. Je pense qu'il serait prêt à être sur le payroll, mais c'est sûr que son niveau de productivité n'est pas égal à ceux de mes employés réguliers. Et là, ils vont dire hey, là, ça serait le temps d'appeler CEMO. Et là, d'un commun accord, il m'appelle, moi, je fais le démarchage. Je m'assure que je vais vérifier c'est quoi le niveau de productivité. Je m'assure que tout le monde sait dans quoi il s'embarque parce que il y a une différence entre un stagiaire et un employé. Donc, les droits, etc., c'est pas les mêmes. Donc, moi aussi, j'ai pas le choix d'expliquer dans quoi que tout le monde s'embarque. Puis un coup que tout le monde est au courant, puis ça fait l'affaire de tout le monde, bien là, j'entame les démarches là, pour m'assurer que la personne passe d'un statut de stagiaire à un statut d'employé. Qu'est-ce que la personne perd quand elle passe du statut de stagiaire à un statut d'employé?
Ben, souvent, la personne qui est reconnue ayant des limitations sévères et persistantes, qui a 18 ans et plus, a le droit à la contrainte sévère à l'emploi, qui est une mesure d'Emploi Québec. Et à ce moment-là, c'est sûr que on appelle ça le gros chèque, entre guillemets. Là. Donc, C'est un surplus à l'aide sociale. c'est ça, c'est un surplus OK. pour une personne ayant des contraintes sévères. Donc, il est reconnu comme avoir un handicap sévère et persistant qui limite dans sa capacité de travailler. Et là, à ce moment-là, nous, quand on passe du titre de stagiaire à employé, bien, c'est sûr qu'au niveau financier, on va regarder avec lui, y a-t-il des avantages? Parce que si la personne fait juste 12 heures semaine à 15 et 25, puis quitte un chèque d'environ 1200 par mois, est-ce qu'il va être capable de s'accoter avec tous les privilèges qu'il a? Donc ça, on va regarder ça avec lui, avec son milieu, pour s'assurer que... Mais s'il fait 20 heures, 15 à 25, déjà, il dépasse son statut puis les revenus qu'il gagne déjà. Donc là, à ce moment-là, ça ne sera pas un choix difficile pour lui à faire. Il y a beaucoup plus d'avantages à travailler qu'à rester à la contrainte sévère. Et là, c'est ça. Si jamais il perd son emploi et ça ne fonctionne pas, c'est là la crainte. Souvent, c'est là qu'on a à travailler parce que c'est la crainte de « ouais, mais là, si je perds mon emploi, qu'est-ce qui va arriver? » Donc, c'est pour ça que mon travail de défrichage au début, de s'assurer de savoir dans quoi tout le monde s'embarque, moi, je vais l'expliquer à l'employeur. Là, est-ce que vous êtes sûr? Parce que lui, il quitte son statut pour avoir un nouveau statut. C'est sûr que j'oblige pas l'employeur à le maintenir, même s'il n'est pas productif, mais là, on a vu c'est quoi sa productivité et on est prêt à passer à autre chose. Donc là, je m'assure que tout le monde le sait parce qu'effectivement, c'est cette transition-là qu'ils ont peur. Si on regarde la ferme, là, vraiment typiquement la ferme, est-ce que les employeurs sont au fait, puis ils cherchent des bras comme tout le monde? Est-ce qu'ils sont au fait qu'une personne autiste peut faire justement un 6 heures par jour, qu'elle commence à 8 heures, mais qu'elle finit à 2 heures, puis c'est gagnant pour son milieu ou ils sont pas prêts? Les milieux sont en général pas prêts encore à ça. C'est encore très tabou un peu, là, mais de plus en plus, tous les milieux, vu que, comme on a dit, là, il manque des bras partout, effectivement. C'est sûr que la solution gouvernementale ou agroalimentaire a été d'aller chercher des travailleurs étrangers, puisqu'au niveau du Québec, là, c'est plus nos jeunes qui ramassent nos tomates. Là. Donc, je vous dirais qu'ils sont plus dans ce niveau-là, puis au niveau de la communication, à essayer d'apprendre l'espagnol que d'essayer de comprendre comment fonctionne un autiste. Là. Ça, pour l'instant, c'est plus ça. Là. Intéressant, hein? L'intégration d'une personne neuroatypique apporte son lot de défis qui sont différents de ceux vécus lors de la venue de travailleurs étrangers, par exemple. Et les bénéfices aussi sont différents. Bénéfices qui sont peut-être insoupçonnables avant de bien connaître cette personne autiste. Personnellement, la recherche Osiris m'a permis de rencontrer des gens vraiment fascinants. Ce balado est rendu possible grâce au soutien financier du Conseil de recherche en sciences humaines. C'est quoi être autiste, Gabriel? C'est différent. On dirait que c'est différent dans ma tête. On dirait que c'est différent dans ma tête. Ouais. Est-ce que tu as d'autres différences à part dans ta tête, Gabriel? Je porte des lunettes. J'ai des cheveux frisés. Je fais des tics. Sur mon bracelet. Je mords ma main avec le bracelet. Je parle tout seul, on dirait. OK.